Donc, les élections législatives, le premier tour des élections législatives. Comme c'était annoncé un peu partout, le RN a fait une razzia au niveau national. Au niveau des scores nationaux, ce qui, encore une fois, n'a pas beaucoup de sens, puisqu'on parle de législatives et qu'il faut voir les scores circonscription par circonscription, mais puisqu'il faut regarder les résultats nationaux, on sort de ce premier tour législatif avec le RN en tête, qui totalise 29,25% des voix, et le nouveau Front Populaire qui est tout juste derrière, avec 27,99% des voix. Ce qui sépare les deux blocs, donc évidemment, comme on l'avait annoncé, comme on le savait, qui allait arriver, ce sont deux blocs qui sont sortis de cette élection. Ce qui sépare ces deux blocs, c'est 400 000 voix. Et déjà, c'est une première leçon. On a eu des sondages pendant, donc comme on disait tout à l'heure dans le chat, on a eu des sondages qui nous annonçaient un RN beaucoup plus haut et un nouveau Front Populaire un peu plus bas. Et ouais, c'est encore les 400 000 voix, mais c'est encore les 400 000 voix qui nous hantent, les gens. C'est absolument terrible. Mais en effet, les sondages qui surestimaient encore plus, on va dire, l'écart entre ces deux blocs, c'était des sondages qui incluaient l'entièreté des voix les Républicains dans le bloc du RN, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Ciotti, il a négocié une dizaine de circos, mais voilà, en tout cas, on a des sondages qui, on va dire, se sont illustrés par, encore une fois, une prime au Rassemblement national. Une prime au Rassemblement national qui était estimée beaucoup plus haut, et en tout cas, du moins, un écart entre les deux blocs qui était absolument pas aussi bas qu'il ne l'est en réalité, quoi. En effet, l'union de l'extrême droite totalise 1 251 210 voix, ce qui réalise en effet un écart plutôt de 1 600... non, 700 du coup, 1000 voix au total entre les deux blocs. Là où je voulais en venir, c'est que ce que ça a surtout révélé, c'est que en réalité, ces deux blocs existent principalement à l'échelle nationale et il y a une reconfiguration de ces deux blocs qui se fait en grande partie au profit du RN. Puisqu'en effet, si on rajoute les LR de Ciotti, etc., ça augmente finalement les scores du RN. Mais chez les macronistes, il y a un barrage qui est clair entre les macronistes et la gauche. Et c'est-à-dire que même si au niveau national, la gauche réalise quand même le deuxième plus gros score à l'échelle nationale, lorsqu'on regarde un petit peu plus dans le détail, notamment circonscription par circonscription, notamment sur les projections de sièges qu'on a pu voir, on a un constat que l'électorat de LR opère finalement la jonction entre la droite et l'extrême droite, là où l'électorat macroniste opère finalement le barrage des deux côtés, et le barrage à la gauche particulièrement. Donc ce qui signifie que la marge de manœuvre électorale la plus large est au profit du RN et au profit de l'extrême droite. Je croyais avoir compris, mais c'est pas clair. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la gauche compte ses voix, là où la droite peut largement les additionner entre elles. Abstention, toujours premier parti du prix à 33%. L'abstention, en effet, est toujours la donnée numéro 1 de l'élection. Bon, ça c'est devenu presque une évidence, mais nouvelle leçon qu'on a vis-à-vis de l'abstention, on a vu lors de cette élection l'abstention reculer de façon record. On a atteint des chiffres de participation qu'on n'avait pas vus depuis 1981 ou un truc comme ça. En tout cas, des chiffres de participation qu'on avait rarement vus pour des législatives depuis très 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 longtemps, avec une participation qui s'est élevée à 66%, un truc comme ça. Enfin, entre 60 et 70%, avec du coup les 33, du coup, hop, 67% du coup avec les 33% d'abstention. Mais ça a aussi fait mentir quelque chose qu'on tenait peut-être un petit peu pour acquis, qui était l'idée selon laquelle l'abstention, enfin du coup la conquête de l'abstention, favorisait forcément mécaniquement à la gauche. Et que tous les réservoirs des voix de la gauche se situaient dans l'abstention. C'est ça l'idée que les abstentionnistes sont de gauche. Parce que finalement, ce qu'on a observé, c'est que dans cette hausse de participation, finalement, les abstentionnistes sont allés
absolument partout. Comme ces législatives extraordinaires ont été une surprise, voilà, la dissolution a pris tout le monde de court. Ça a été un séisme dans la France entière. Euh, les personnes qui sont revenues aux urnes, déjà par rapport aux européennes, bien évidemment que l'abstention a énormément réduit, mais parce que genre alors, non, bref, je viendrai après, mais on sort d'une élection européenne où quasiment personne n'a voté, enfin quasiment personne, non, en vrai, l'abstention avait un petit peu réduit aux européennes dernières, mais en tout cas des européennes qui étaient très très peu représentatives, on va dire, de la réalité du corps social, même si en réalité l'abstention représente aussi la réalité du corps social, puisque les gens s'abstiennent, donc c'est réel qu'ils s'abstiennent, quoi. Euh, Toute comparaison entre ces législatives et les européennes qui viennent de s'arrêter sont absolument débiles. Ça ne sert absolument à rien de dire on a progressé de temps par rapport aux européennes. Oui, évidemment, parce qu'en fait, entre-temps, il y a eu les dissolutions, il y a eu un événement historique, national, qui a pris tout le monde de court, qui a secoué le pays entier. Personne ne pouvait ignorer qu'il y avait des législatives. Tout le monde avait conscience de l'enjeu et de la gravité de l'enjeu, et en tout cas de l'urgence de l'enjeu. Donc les gens sont massivement revenus aux urnes. Donc ça n'a rien à voir avec les européennes. Fermez vos gueules. Bref, on va y revenir après quand on parlera du reste de la gauche. Mais les 45% d'abstentionnistes, ce n'étaient pas des tauto-anarchistes qui ne votaient pas par conviction politique ou en fait, c'est ça. C'est que la leçon, c'est qu'il va falloir affiner la façon dont on parle de l'abstention et dont on parle aux abstentionnistes aussi. Mais la façon dont on parle de l'abstention, c'est que on peut faire l'hypothèse que les gens qui sont sortis de l'abstentionnisme sont sortis pour faire un vote d'opportunité. Dans le sens où tu as des gens qui ont probablement voté majorité présidentielle, ont probablement voté macroniste, parce qu'ils ont été un peu convaincus de « Ah, les extrêmes, c'est pas bien, il faut quand même protéger la démocratie, et pour eux, protéger la démocratie, c'est voter au centre. » Et que derrière le fait qu'ils ne votent pas était une espèce d'apathie, mais que pour contrer ça, voilà. Peut-on espérer qu'avec la dissolution, on était en mode « Si des gens se mobilisent autant, c'est parce qu'il y a un effet de choc avec le score du RN et l'effet qu'ils puissent arriver au pouvoir, tout ça pour qu'il ait le même rapport de force au plus. » Oui. Et c'est la deuxième leçon. Si quelqu'un devait avoir cette leçon, je veux dire, si la leçon était nécessaire d'avoir et de dire à haute voix, mais c'est que le Rassemblement national ne fait plus peur à personne. Enfin, fait peur à gauche, ça c'est clair. Sinon, on n'aurait pas fait l'union, alors que beaucoup de gens, globalement, s'aiment un petit peu moins, on va dire, dans notre camp. On n'aurait pas fait l'union en dépit d'absolument tout. On n'aurait pas essayé de protéger cette fragile union contre vents et marées. Mais que concrètement, toutes les références à l'ancienne de 2002, en 2002, quand il y avait le Front National qui était au second tour, il y a eu un choc et un réveil dans la population, car on ne pouvait pas, etc. Bon, voilà, c'est définitivement mort et enterré, mais est morte et enterrée aussi avec ça la stratégie socialiste puis macroniste de faire monter le RN pour faire peur. Parce que comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Il y a eu une volonté consciente de faire monter le Rassemblement national, le FN, donc le Front national à l'époque. Ça a commencé un petit peu sous Mitterrand, d'utiliser le repoussoir du Front national pour se garantir un vote d'union nationale. C'est-à-dire, c'était, on fait monter le FN, on dit, regardez, il y a le danger de l'extrême droite, avec le danger de l'extrême droite, vous nous empêcheriez d'avoir le pouvoir, c'est terrible, votez pour nous, etc. Ça, c'est la stratégie depuis les années 80, c'est d'utiliser le Front National comme un repoussoir électoral pour pousser les gens à éviter de diviser les voix. Par exemple, diviser les voix de la gauche, par exemple, ou même diviser les voix de la droite, mais particulièrement à gauche. En tout cas, pour garder captifs les électorats et pour maintenir le statu quo. Parce que c'est beaucoup comme ça que c'est utilisé finalement, ce chantage à l'extrême droite. C'est pour que tout le monde, lorsqu'ils vont voter, soit au présidentiel ou aux législatives, vote dans l'anticipation d'un second tour où il y aura le risque de l'extrême droite. Et donc, en fait, finalement, la possible division des voix qu'il puisse y avoir à gauche et donc l'expression finalement de rapports de force internes, que ce soit à l'intérieur des partis ou entre les partis de gauche, là je vous parle beaucoup des années 80-90 par exemple, ne s'exprime plus. Typiquement, c'était le cas en 2002. En 2002, Lionel Jospin qui fait une campagne de merde, qui se qualifie pas pour le second tour et on se retrouve avec le second tour entre Chirac et Le Pen,
euh, et instantanément, euh, c'est la faute à la gauche qui s'est divisée et qui a divisé nos voix à nous. Alors qu'à côté, il y a l'extrême droite, regardez, c'est absolument honteux. C'est ce qui s'est passé en 2002. En 2002, ils ont tous dit que c'était la faute de Taubira, que c'était la faute à je sais pas qui, etc. Chevènement, je crois, à l'époque, je sais plus, bref. Euh, et c'était une façon aussi pour le PS de ne pas s'interroger aussi sur sa stratégie politique et sur le constat, en fait, qui commençait à émerger un petit peu partout, notamment dans l'aile gauche, hein, mais le constat qui était que le PS avait abandonné la conquête électorale. Et qu'en fait, à partir du moment où le PS se retrouve aussi facilement écarté de la course à cause d'une division minime de la gauche, ça voulait aussi dire qu'en fait, la gauche avait renoncé à conquérir électoralement et donc à avoir un réservoir de voix. Parce que c'est ça qui joue. C'est qu'en fait, progressivement, le PS s'est comporté comme le possesseur de ses voix, comme étant le propriétaire finalement de son électorat. Euh, et l'enjeu du coup, c'était de garder cet électorat captif. Le PS a arrêté en fait d'essayer de chercher de nouveaux électorats, de continuer de convaincre, de continuer, etc. etc. Il pensait que le stock d'électeurs était acquis. Exactement. Donc en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. La stratégie qui s'est transformée finalement en une réalité dans ce pays. Mais le fait de faire monter l'extrême droite d'abord dans une stratégie électorale et ensuite se retrouver dépassé par ça, c'est les deux faces d'une même pièce, de à la fois l'assise progressive qu'ont pris les partis et l'abandon en fait l'abandon de la politique par les partis en fait, l'abandon de la conquête électorale par les partis politiques. C'est-à-dire que il y avait notamment, je pense, après les années 80, pour un pays de droite, on s'est dit, on s'est retrouvé quand même avec des socialistes au pouvoir. Ensuite, il y a eu des alternances, il y a eu des cohabitations. Alors du coup, le PS était en mode, bon, bah, c'est bon, maintenant on fait le jeu de l'alternance. Ils sont au pouvoir un coup, on est au pouvoir un coup, et puis bon, il n'y a plus du tout à travailler, quoi, c'est bon. Tout le travail de conquête électorale qui a été fait pour amener précisément la gauche au pouvoir a été jeté par la fenêtre à partir du moment où la gauche a été au pouvoir. Et ils se sont dit, on a notre stock d'électeurs, c'est bon, on a gagné. On n'a plus qu'à récupérer le pactole à chaque fois qu'on perd et parce qu'on sait qu'on regagnera la prochaine fois. Donc c'est les deux faces d'une même pièce. L'abandon de la conquête électorale, ça veut dire que là où la marge de conquête électorale était possible, ça n'était qu'à l'extrême droite. Et en plus de ça, les médias se sont énormément joués au jeu. D'abord du frisson de l'extrême droite. Le frisson de l'extrême droite, c'était quoi? C'était le pays est en danger. Oh, est-ce que vraiment les heures sombres de notre histoire. Oh, qu'est-ce que ça a dit du peuple, de ce bas peuple qui oserait voter pour l'extrême droite? C'est ça, c'est que la petite bourgeoisie s'est donné une espèce de shoot d'adrénaline à s'imaginer que le Front National à l'époque allait monter. C'était aussi une occasion aussi d'exprimer un petit mépris pour le peuple débile qui n'a pas appris des leçons de l'histoire. Progressivement, ce shoot d'adrénaline du RN s'est transformé en véritable dédiabolisation, en une oreille de plus en plus attentive qu'on a prêtée au discours du Front National, particulièrement à partir du moment où Marine Le Pen est arrivée en tête du parti, mais aussi au fur et à mesure que l'UMP, l'ancêtre des Républicains, hein, ils n'arrêtent pas de changer de nom, avant c'était le RPR, ensuite l'UMP, etc. Bref, mais aussi au fur et à mesure que l'UMP sous Sarkozy mettait en œuvre une bonne partie finalement de la pré-fascisation et de la préparation en fait politique du programme du Front National. Donc voilà. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de la bourgeoisie à s'accommoder du fascisme qui de toute manière protégera ses intérêts économiques. Oui, il y a une conviction dans la bourgeoisie que même si le fascisme est à nos portes, ça ne changera rien à leur vie parce que de toute façon on peut les contrôler. C'est quelque chose, c'est presque un poncif. Enfin, comment dire, c'est un tel poncif que dans la plupart des, des films, que dans la plupart des pièces de théâtre, que dans la plupart des représentations artistiques de, on va dire, la montée de l'extrême droite, le danger du fascisme, etc., c'est presque devenu un cliché, ce personnage du bourgeois qui s'en bat les couilles et qui dit non mais de toute façon on pourra les contrôler et qui finit le premier finalement à être soit cul et chemise avec eux et finalement à épouser le programme des fascistes, soit lui-même à se faire dégager au profit d'un bourgeois un petit peu plus facho-compatible. Bref, cette bourgeoisie-là s'est accommodée progressivement de la montée du Front National. Pourquoi? Parce que pendant un petit moment, la montée du Front National était un petit peu l'assurance vie. Donc, puisque rappelle que
les partis traditionnels ont arrêté la conquête électorale, je suis considéré que l'électorat était en stock, acquis, etc. Sauf qu'en fait, ils perdaient progressivement leur électorat. Hein, d'élection en élection, les gens désertaient de plus en plus les urnes, ne leur accordaient plus leur confiance. Et donc, le Rassemblement national était l'assurance vie. L'assurance vie, pourquoi? Parce que d'une, tant que le Front national, pardon, c'est avant le Rassemblement, mais tant que le Front national était aux portes des urnes, qu'on pouvait agiter la peur du Front national et de la montée du Front national au pouvoir, on pouvait en fait finalement pousser les gens par réflexe à revenir au bercail et à se contraindre un petit peu, voilà, à se boucher le nez, à aller voter PS, parce que bon, quand même, c'est vrai que le Front national, c'est horrible. Donc il y avait cette assurance vie de, au moins, ça permettait de fidéliser un électorat qui était quand même à 2 doigts de la rupture. Merci Ostelos. Et de deux, ça permettait de ne pas donner à voir la baisse progressive de l'électorat. Encore une fois, particulièrement à gauche, mais à droite aussi. C'est-à-dire que comme le Front national montait, bah, le Front national ne montait pas sur n'importe quelle base. Montait sur la base soit d'électorats un peu déçus qui étaient partis au Front national, soit d'électorats, on va dire, abstentionnistes, etc. etc. Et donc, là où le PS considérait son électorat comme un stock, son stock faiblissait, mais la montée du Front national permettait comparativement de cacher la misère de la défaite électorale de long terme du Parti socialiste. Donc encore une fois, la montée du Front national a eu ces deux fonctions-là. De cacher la misère à gauche, et à droite aussi un peu, en vrai de vrai. Cacher la misère à gauche et à droite. Et se garder, on va dire, un électorat qui, ayant perdu son adhésion, pouvait répondre à la contrainte du vote. La contrainte face au fascisme, etc. On parlait d'un plafond de verre et maintenant ils nous pètent à la gueule, bien joué les apprentis sorciers, bien sûr. Et là on arrive à une situation aujourd'hui où donc le Rassemblement national, le Front national, est en mesure de l'emporter dans ce pays. Et où en même temps, le camp macroniste et le camp qui habituellement nous faisait la leçon à nous de mettre un mouchoir dans notre poche et d'aller faire barrage à l'extrême droite, a très très vite changé de comment dire, de partition, on va dire. C'est-à-dire que à partir du moment aujourd'hui, le Front national ne leur sert plus à nous faire la leçon à nous, puisque c'est nous qui sommes devant. Et quand je dis non, quand je dis nous, je dis ça pour les macronistes et le nous c'est nous. Mais bon, le PS a utilisé usé de cette tactique-là aussi. Hein, je veux dire, bon, parfois le eux et le nous, le PS est dedans. Mais bon, allez, cette fois-ci ils sont de nos côtés. On va faire ça avec. Ils se retrouvent en situation de minorité à nous faire la leçon. Et donc à exiger de nous quelque chose qu'en réalité nous exigeons d'eux. Puisqu'il y a une inversion du rapport de force. Là où les macronistes nous disaient à nous et nous faisaient la leçon à nous d'aller faire barrage à l'extrême droite, là ils y vont en traînant de la patte. Là ils disent « Oh c'est bien, en effet il faut faire barrage au RN, mais il faut faire aussi barrage à LFI ». Qu'est-ce qu'ils nous disent là, alors que depuis 2017, rappelez-vous en 2017. En 2017, lorsque Jean-Luc Mélenchon perd au premier tour de l'élection présidentielle, il a un discours, il dit « Aucune voix pour l'extrême droite ». Il se fait chier dessus pendant toute la campagne du second tour. Pendant toute la campagne du second tour, qu'est-ce qui se passe? Les macronistes ne font pas campagne. Ils passent leur vie à taper sur Mélenchon parce que Mélenchon n'a pas été assez clair, il n'a pas appelé à voter Macron, vous comprenez. Il a fait du nini alors que pas du tout. Alors qu'il avait été très clair sur le fait de dire pas une seule voix à l'extrême droite. Il n'a pas fait du nini. Bref. 2022, pareil. Mélenchon dit pas une seule voix ne doit aller à l'extrême droite. Bon, là, cette fois-ci, les médias, ils sont un petit peu obligés de dire « Ok, d'accord, il a dit qu'il faut pas voter extrême droite. » Mais il a quand même pas dit qu'il fallait voter Macron. Hein. Et rappel, en 2017, il y a des sondages qui ont montré qu'une part extrêmement négligeable de son électorat est allée au Rassemblement national, hein, quand même. Bref. Donc, encore une fois, ça a été une occasion de taper sur la France insoumise. Et là, cette fois-ci, pas une voix à l'extrême droite. Il faut se souvenir qu'en 2017 et 2022, en face à gauche, tout le monde a porté ce message. Sans cela, votre serviteur et vous ne serions pas là.
Alors même que quand on disait pas une seule voix à l'extrême droite, ils disaient j'ai pas assez bien entendu voter Macron. Je vais vous faire une campagne médiatique de bashing sur vous parce que vous n'étiez pas assez clair à dire voter Macron en fait. Et là cette fois-ci, il dit regardez, c'est ce qu'ils disaient à gauche en 2017. Ils avaient raison, grâce à ça j'ai été élu fist. En fait, le sentiment crade qu'on a en travers de la gorge, c'est que on est en train de se prendre dans la gueule. Et on est en train d'avoir la confirmation finalement de quelque chose qu'on prédit depuis des années. On est des Cassandres, quoi, globalement. On est des Cassandres. Et on ressent le désespoir de Cassandre face à ces abrutis de Troyens où elle disait le putain de cheval, c'est un putain de piège. Et les gens disent ah mais joli ce cheval quand même. Bref, on est littéralement dans cette situation où en fait, on savait que ça allait arriver. On savait que la stratégie de diabolisation de l'extrême droite allait le mener aux portes du pouvoir. On savait que les gens allaient se réveiller beaucoup trop tard. Et là encore, il y a pas mal de gens qui ont encore un petit peu du mal à se réveiller. Et en plus de ça, on se retrouve encore une fois avec ces pompiers pyromanes qui nous font la leçon à nous. C'est pour ça aussi que c'est très très crade ce qui nous reste en travers de la gorge. Bref, du coup, j'ai un petit peu dévié du script. Parce que je suis allé d'une idée à l'autre et j'ai pas trop... Voilà. On est des Cassandres sur la chaîne de Cassandre, mais qui aurait pu prédire? Ah ouais, de fou. On arrive à cette carte. La carte des points chauds. En fait, ce qui est vachement bien, franchement, je vous conseille l'infographie de contexte parce que en fait, elle comporte plusieurs indicateurs assez intéressants à regarder. Donc, tu as la carte des résultats, les candidats, la carte des européennes, les sortants, les résultats de la présidentielle aussi. Très intéressant à comparer avec les résultats des présidentielles. Mais donc bref, donc ça c'est le second tour bien évidemment, un premier tour, second tour. Mais on va commencer par regarder les résultats donc avec le parti et là c'est avec le bloc en tête. Mais surtout on va regarder le type de second tour. Et donc la donnée qui est absolument dingue finalement, la donnée qui est très intéressante, c'est que donc on a vu cette augmentation énorme de la participation, mais on a vu aussi un grand nombre de personnes élues dès le premier tour. Ça, on va y revenir et on va faire un petit moment de félicitations quand même à nos députés élus dès le premier tour. Donc beaucoup d'élus dès le premier tour, une trentaine au niveau du Front Populaire, une trentaine un peu plus grosse au niveau du Rassemblement National, mais aussi un nombre de triangulaires, 306 triangulaires, ce qui est énorme. Je crois que en 2022, on n'en avait clairement pas autant, quoi. Oui, la légende des couleurs, pardon, désolé. Donc le jaune, c'est tous les macronistes. Non, le jaune, c'est toutes les triangulaires. Le rose, c'est tous les duels. Donc c'est quand il n'y a que 2 personnes. Les verts, c'est les élus au premier tour. Et ça, c'est les quadrangulaires. Il y a aussi 5 quadrangulaires. C'est une dinguerie. Donc tu as une quadrangulaire, par exemple, ici, dans la 8e circonscription du Rhône, là, avec un Rassemblement National à 33%, un Parti Socialiste Nouveau Front Populaire à 22%, un Modem à 21%, un LR à 20%, etc. Ou bah pareil, ouais, bref. Donc tu as quelques quadrangulaires, mais en fait la majorité des circonscriptions sont en triangulaire. Pas de octogulaire, non, quand même pas. Beaucoup de participation et peu de candidats, ça fait sens. Bah oui, c'est parfaitement logique. Et du coup, on arrive après à la carte des différents retraits. Donc parce que du coup, en effet, donc le soir du premier tour, on se retrouve avec le RN, qui est quand même le bloc qui est largement en tête de toutes ces élections. On va regarder après dans le détail, hein. Parfois ils sont d'une courte tête, parfois d'une très longue tête, parfois beaucoup même élus dès le premier tour. Il y a eu quand même une espèce de sursaut, voilà, on a dit Macron, etc. Mais il y a quand même eu une espèce de sursaut où il y a eu cette réactivation de El Famoso Front Républicain. Mais la hausse de participation a profité à tout le monde parce que vous remarquerez que les équilibres politiques ont été finalement très très peu chamboulés. On sort des européennes avec un RN en tête parce qu'on sort de législatives de 2022 où le RN a fait la plus grosse progression de son histoire, où le RN est en pleine période de conquête en ce moment, où tous les médias déroulent le tapis rouge à l'extrême droite. Rappelle la quotidienne d'Hanouna, spéciale législative, où genre pour législative, Bolloré, il a dit ce serait bien de mettre Hanouna en quotidienne pour bien faire la propagande pour le Rassemblement National, s'il vous plaît. Donc, on a une extrême droite qui progresse de façon fulgurante dans ce pays, parce qu'on a des médias fascistes, on a des politiciens pyromanes, et on a une France qui s'extrême droitise et un racisme décomplexé qui est aussi encouragé par les macronistes, enfin bref. Mais fondamentalement, les équilibres politiques sont dans une continuité par rapport à tout ça.
il ne faut pas voir dans ces résultats une rupture qui arrive tout à coup. C'est une continuité. Cette progression de l'extrême droite était en cours. Ce n'était qu'affaire de temps avant que les présidentielles, tout le monde était en train de flipper, les gens rappellent. Hein. Donc bref, donc la baisse de l'abstention, la progression de la participation aux élections a profité en réalité à absolument tout le monde, puisqu'on se retrouve avec les mêmes logiques de les macronistes qui s'effondrent, c'est ce qu'on disait, la gauche qui se solidifie et qui se progresse, c'est ce qu'on disait, et le RN qui arrive au port du pouvoir, c'est ce qu'on disait. Le timing a eu un effet d'accélération. Oui, il y a eu un effet d'accélération, mais c'est une accélération qui n'a fondamentalement pas changé grand-chose aux tendances qui est en cours. En effet, ça a exagéré ces tendances, mais ça ne les a pas modifiées en profondeur. Ça fait que certaines personnes se sont rappelées de certains réflexes politiques quand même intéressants à avoir lorsque l'extrême droite est aux portes du pouvoir, ce qui est quand même assez intéressant, quand même plus tard que jamais. Donc certaines personnes se sont quand même rappelées que oui, en effet, c'est vrai que l'extrême droite, moyen. Et c'est surtout que c'est vrai que à force d'avoir passé toute notre carrière politique à avoir agité le spectre de l'extrême droite pour continuer de se faire élire, ça ferait un petit peu un aveu si on commençait un peu à s'en battre les couilles et à dire qu'il faut surtout faire barrage à la gauche plutôt que faire barrage à l'extrême droite, comme on peut le dire certaines personnes. Donc il y a eu un moment un petit peu de sursaut. C'est-à-dire que ce front républicain s'est très vite rematérialisé dans les différents discours qu'il y a eu au soir des résultats des élections législatives. On a eu instantanément Mélenchon qui a dit qu'ils appelaient au retrait dans les circonscriptions où nous étions 3e et où le Rassemblement national avait de fortes chances de l'emporter. Très important ces deux conditions parce qu'elles sont... on arrive à la suite, elles vont être un petit peu instrumentalisées par la suite et je vous spoil. Mais donc un appel au retrait partout où l'extrême droite risque de l'emporter. Appel au retrait qui est suivi par un appel similaire d'Olivier Faure, un appel similaire de Marine Tondelier et un appel similaire à peu près de Gabriel Attal. Gabriel Attal qui, dans le camp des macronistes, pendant toute la campagne législative, il y avait une petite musique des macronistes de dire non mais le nouveau Front Populaire c'est honteux parce qu'ils sont avec LFI, mais au fond c'est LFI le problème, au fond c'est Mélenchon le problème, en fait s'il n'était pas avec Mélenchon tout irait bien, et vous comprenez qu'en fait LFI n'ont pas les valeurs républicaines et le Hamas et le Hamas et le Hamas et les valeurs républicaines et les Arabes, pardon désolé, ça c'était ce qu'il disait tout bas. Bref, mais du coup... il a commencé à y avoir quelques discours totalement désordonnés dans le camp des macronistes. Attal a fait comprendre non pas un tout sauf LFI qui aurait été un peu un aveu de cynisme, on va dire, mais de dire que pour le cas des candidats France Insoumise, ils allaient privilégier ceux qui étaient compatibles avec les valeurs républicaines. Donc concrètement, s'ils se retrouvaient dans une triangulaire où la personne en deuxième place, même en première, mais en deuxième place, était... un candidat à la France Insoumise qui avait le malheur d'être antiraciste, qui avait le malheur d'avoir un petit peu trop dénoncé le génocide à Gaza, les macronistes allaient maintenir leur position et ne pas se désister en faveur de la gauche, du moins en faveur de la lutte contre le Rassemblement national. C'est ce qui se passe par exemple pour la circonscription de Louis Boyard. Dans la circonscription de Louis Boyard, donc Louis Boyard est arrivé en tête, 42%. Ça ne l'a pas qualifié pour autant au premier tour. En dessous, il y a un LR Ciotti, mais donc c'est l'union d'extrême droite, quoi. Les amis d'Éric Ciotti, ça c'est les gens qui vont siéger avec le Rassemblement national. Et Loïc Signor de Ensemble et Renaissance. Loïc Signor s'est donc fendu aujourd'hui d'un communiqué pour expliquer qu'il ne se retirerait pas de la course, puisque Louis Boyard n'était pas compatible avec les valeurs républicaines et que quand même il avait fait un super score et que quand même voilà c'était super, qu'il était trop fort. Bref. Et en vrai tant mieux. La droite, battez-vous. C'est là où la question des retraits et des désistements est beaucoup plus compliquée que ça. C'est que, en fait, lorsqu'on a vu cette carte de ces différents blocs, il y a eu l'appel général à se désister pour contrer le RN. Pour éviter en fait que le reste de l'électorat ne soit trop divisé et que sur le lit de cette division de l'électorat se joue l'élection d'un candidat du Rassemblement national. Sauf qu'en fait, ça dépend énormément de où. Ça dépend énormément de pourquoi. Lorsque Mélenchon a dit on se retire lorsque le RN a des chances de l'emporter et lorsque l'on est 3e, c'est quand même des conditions qui sont assez spécifiques. Lorsque le RN est au touche-touche et qu'une campagne
peut faire comment dire, peut changer la donne. Euh, ou alors même lorsque la gauche a une certaine longueur d'avance sur un RN, etc. Enfin, voilà. Lorsque le RN est dans la triangulaire, mais qui n'est pas en tête de la triangulaire, par exemple, c'est quelque chose qui se négocie. La simple présence du RN dans une triangulaire, non, il faut qu'ils soient en tête. Il ne faut pas simplement qu'ils soient quelque part dans la triangulaire. Bref. Mais en fait, très très vite, il y a eu une confusion dans ces appels au désistement. Puisque beaucoup de gens ont vu là-dedans, en fait, l'opportunité de se débarrasser absolument de tous les gauchistes. Ça, c'est toujours le cas. Et donc, certains ont commencé à reprocher aux uns et aux autres de ne pas se désister, alors même que le RN n'avait pas de chance de l'emporter, tant que les voix restaient telles quelles. Là, par exemple, dans la 3e circonscription du Val-de-Marne, la circonscription de Louis-Boyard, vu les résultats des autres candidats, c'est-à-dire que concrètement, l'ensemble des voix se situe dans ce trio-là. Les autres, il n'y a aucun réservoir de voix. Il n'y a aucun réservoir de voix dans le reste des candidats qui ne sont pas passés, quoi. Donc là, on peut s'attendre à ce que, après la campagne, on se retrouve avec des équilibres semblables et un Louis Boyard élu. Triangulaire, ça favorise celui qui est en tête, en général, j'ai l'impression. Ouais, plutôt. Les triangulaires sont généralement à la faveur de la personne qui est en tête. Après, ça dépend de l'avance que cette personne peut avoir. Donc bref, derrière les différents appels au désistement, derrière les différents appels à se retirer, on voit, et ça c'est comme ce que j'avais dit en fait dans mon live précédent quand je parlais de la stratégie de la défaite là, on voit que certains espèrent parfois en profiter pour faire un sort à la gauche, là où en réalité il y a encore de la marge pour battre le Rassemblement national. Ce qui fait en fait finalement une carte des retraits qui ressemble à peu près à ça. Alors la carte est un petit peu compliquée à lire, puisque elle est beaucoup moins, voilà, il y a beaucoup plus de couleurs, c'est un peu compliqué et tout. Donc ça c'est la carte des différents retraits en France. Donc là-dedans, du coup, on a 28 candidats LFI qui se retirent. On a 12 candidats PCF qui se retirent. Donc en rose, c'est PS Place Publique. En rouge, c'est LFI PCF. En vert, c'est les écolos. En jaune, c'est Horizon Modem Renaissance. Donc c'est tout le camp des macronistes. Le Parti radical, qui existe, du coup, on rappelle. L'UDI en violet. LR en bleu, etc., etc. Donc voilà, évidemment, les désistements se font dans notre camp. Se font dans le bloc qui va de la Macronie à la gauche. On voit quand même, mine de rien, qu'il y a quand même beaucoup plus de désistements de gauche. Et c'est logique, hein, parce qu'il y a beaucoup de désistements dans l'Ouest, où en fait, l'Ouest, lorsque vous regardez aux précédentes présidentielles, l'Ouest était majoritairement macroniste. Particulièrement quand vous regardez le second tour, mais lorsque vous regardez le premier tour, l'Ouest a énormément voté macroniste, et donc c'est logique que, malgré tout ça, du coup, les macronistes soient plus implantés et puissent un petit peu plus, gradent des meilleurs scores finalement que les insoumis. Donc c'est finalement ce qu'on retrouve là, c'est que là où il y a le plus de désistement de gauche, c'est dans cette partie ouest et ensuite dans cette petite zone là de la diagonale sud, enfin centre-est. Mais à jour la carte, les chiffres ne sont plus les mêmes. Il y a eu plus de retraits LFI, 2 retraits PS en plus. Les écologistes sont passés de 15 à 19. Renaissance. Ça arrive au compte-gouttes. Ok, d'accord. Il y avait aussi ça que je voulais vous montrer. On a parlé de la question des désistements. On a mentionné qu'il y avait des élus au premier tour. On a parlé des dynamiques qui étaient à l'œuvre et notamment de la solidification finalement des différents blocs. Mais il y a d'autres graphiques qui sont assez intéressants à regarder. C'est ceux-là. Donc c'est en fait sur les députés sortants. Sur les députés sortants, un truc qui est intéressant, donc là on regarde, donc chaque point correspond à un député sortant de donc la législature précédente, et donc s'intéresse à quel point en fait ils ont amélioré leur score par rapport à la fois précédente. Donc en fait concrètement, si tu es au-dessus de la ligne rouge, donc si tu es dans ce coin-là, c'est que tu as amélioré ton score. Si tu es en dessous de la ligne rouge, c'est que tu l'as moins bien, enfin c'est que ton score a baissé par rapport à ta première élection. Et donc ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que lorsque vous regardez le Rassemblement national, il n'y en a pas un seul qui est en dessous de la ligne rouge. Ce qui corrobore finalement avec le nombre d'élus Rassemblement national qui ont été élus dès le premier tour. Donc là, il y a des trucs qu'on voit.
ceux que vous voyez en vert sont ceux qui ont été élus dès le premier tour, là, à cette élection. Ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui sont arrivés premiers du premier tour. Et ceux qui sont en gris, c'est ceux qui se sont qualifiés au premier tour, mais qui ne sont pas arrivés premiers au premier tour. Et donc voilà, donc le Rassemblement national, il n'y en a pas un seul qui est sous la ligne rouge. Les écologistes se maintiennent bien et font progresser également leur score. La France insoumise, il y en a certains qui font un score moins bien. D'ailleurs, je pense qu'on peut trouver par là. Renaissance aussi, vous voyez le nuage de points, qui est beaucoup autour de la ligne. C'est 50-50 Renaissance. Renaissance, il y a vraiment cette... Renaissance, on y observe un maintien de certains députés qui ont réussi à améliorer leur score, de certains députés sortants, encore une fois. Mais on en voit aussi énormément qui baissent. Pour beaucoup qui baissent de peu. Pour certains qui baissent de beaucoup. Mais on voit, c'est sur ce genre de projection, en fait, qu'on voit concrètement aussi, non pas l'effondrement, parce que c'est pas un effondrement direct total, alors ils n'existent plus. Mais en tout cas, l'érosion extrêmement rapide du bloc macroniste. C'est vraiment, là, on a une... Ouais, c'est mélangé à 50-50 et énormément qui sont en dessous de la ligne rouge, quoi. Donc énormément qui ont reculé et qui ont déçu et tout. Certains, bref. Et voilà, ça c'était les intéressants à regarder. C'était la France insoumise, majoritairement, confirme son score et l'améliore. Les écologistes aussi. Le Rassemblement national confirme énormément son score. Donc, tout ça pour finir sur ce nuage de points, qui est intéressant parce qu'il nous renseigne aussi sur la solidité des candidats sortants. Et donc, en parlant de cette solidité des candidats sortants, on va arriver à des questions spécifiques de la gauche. Parce qu'on voit donc que si énormément, on va dire, de députés France Insoumise ont confirmé leur score, lorsqu'on regarde les élus dès le premier tour, attendez, hop, 19 LFI élus au premier tour. 19. Il en manque quelques-uns sur la photo, oui. Donc il y a 19 LFI qui sont élus dès le premier tour. Donc, hop, je vais vous remontrer la photo qui est donc incomplète, parce que globalement, c'est les gens qui étaient les plus proches. Déjà, la première donnée, c'est que lorsqu'on regarde les députés qui ont été élus dès le premier tour, lorsqu'on compare en 2017, donc en 2017, on avait 17 députés. Là, vous regardez uniquement les députés France Insoumise, pas Nouveau Front Populaire, France Insoumise qui sont élus dès le premier tour, ça fait 19. Donc ça fait un peu plus que ce qu'on avait en 2017. Donc ce qui signifie, c'est majoritairement des députés qui sont plutôt centre-ville, autour des centres-villes, etc. C'est la preuve, donc c'est ce qu'on retrouve du coup sur ce graphe de tout à l'heure. C'est tous les points verts là justement. C'est la solidification justement du bloc insoumis. On commence à sécuriser de plus en plus des endroits où notre progression n'est plus approuvée et totalement acquise. Et c'est ça, on a totalement gagné les grandes villes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez positif, puisque contrairement à certains qui nous prédisaient mort, etc., ça montre qu'il y a un véritable travail d'ancrage qui est fait, et une fois qu'il est là, il est difficile à bouger. Alors, je suis en plein montage, mais il y a une autre carte qui montre ça, c'est celle-là. C'est comment la gauche a progressé par rapport à 2022. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'en 2022, il y a des bastions extrêmement forts, mais en 2024, on les voit un petit peu disparaître. Par contre, on voit que la gauche progresse énormément sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle s'impose de façon claire. Et là où on voit certains départements en fait, où la gauche était relativement absente, maintenant la gauche s'est imposée un peu partout. On voit donc cette mainstreamisation finalement dans plein d'endroits de la gauche comme véritable alternative qui commence à s'imposer. Et du coup, cette solidification là du bloc qui se vérifie et qui se vérifiera, je pense, dans les prochaines élections qui suivront dans les années à suivre. Alors, difficile à bouger, encore une fois, parce que c'est des centres-villes, parce que c'est des banlieues, aussi beaucoup des villes dans lesquelles il y a des mairies, soit d'union de la gauche, soit des mairies communistes. Tu vois, je pense encore à Aurélien Saint-Toul, hein, dans lequel, sur sa circonscription, il y a 2 mairies communistes. Donc, ça se repose sur aussi, parfois, des restes de baronnies de gauche qui sont finalement progressivement transmises à la gauche de rupture, qui sont progressivement transmises à la France insoumise,
ou alors à des endroits vraiment où il y a eu des travaux de conquête. Mais en tout cas, le travail de conquête, on le trouve davantage dans les points bleus et les points gris, c'est-à-dire les personnes qui sont premières au premier tour, soit qui sont qualifiées au premier tour sans être premières. Il y a une confirmation du coup de l'assise de la France Insoumise au niveau de l'Assemblée nationale et on peut se réjouir des élus dès le premier tour. Cela dit, il y a aussi des résultats qui sont un petit peu plus en demi-teinte. Notamment, on est sorti un petit peu de cette soirée électorale un peu à couteau tiré lorsqu'on est un petit peu dans les débats à gauche. On en a parlé un petit peu chez Daniel Razi hier soir, mais on va revenir un petit peu là-dessus. Il y a eu quand même des sacrés séismes, et des séismes qui sont pas drôles du tout. Merci Azurdan et merci Morgana, merci. Des séismes qui sont pas drôles du tout. C'est tout d'abord Roussel qui perd sa circonscription, et Ruffin qui est dans une très mauvaise posture. Donc on a déjà dans la 20e circonscription du Nord, Fabien Roussel qui est éliminé dès le premier tour. Ce qui est, dites-vous, la 20e circonscription. Et en fait, l'entièreté du Nord, en fait, tout le Nord-Est, c'est devenu la diagonale des racistes, quoi. Concrètement, le Rassemblement national a achevé de... Non mais, alors, les gens qui commencent à dire « chais », les gens qui disent « mes yeux sont secs », etc., Roussel, ça me rend heureux un petit peu. Genre, vous vous rendez pas compte de ce que c'est, en fait. Genre, à un moment, on peut avoir un peu de plaisir de voir que ils se prennent une claque et que leur stratégie de merde montre encore une fois leur échec. Il faut pas oublier que c'est des circos qui n'ont jamais été autre chose qu'à gauche depuis leur création. C'est des circos historiquement à gauche dans la Ve République et même d'ailleurs avant. C'est des circonscriptions qui étaient des bastions communistes historiques, des bastions de gauche historiques, parce que Amiens, c'était entre Coco et PS, globalement, ça alternait. Donc, c'est désastreux. Et c'est d'autant plus désastreux que c'est un peu de sa faute. En fait, comment dire les gens ? Lorsque vous voyez Roussel éliminé, ne vous réjouissez pas qu'il soit éliminé. Mais blâmez-le. Parce que c'est de sa faute. Parce que, bon, évidemment, il y a la progression du PS qui est énorme, mais il y a aussi un échec à énormément d'endroits à gauche de proposer un contre-discours à l'extrême droite. Et lorsque tu vas aller manifester avec les flics, lorsque tu vas aller foutre l'antiracisme sous le tapis, lorsque tu vas finalement abandonner ta population, parce que dans les médias, dans le discours public de la gauche, et les discussions et les débats qu'on peut avoir à gauche, les questions stratégiques sont au cœur de nos débats. Et absolument pas pour rien. Et le grand débat, d'ailleurs souvent de mauvaise foi en fait, on va pas se mentir, mais le grand débat stratégique qui opposait plusieurs lignes à gauche, notamment la ligne Ruffin-Roussel, même si en vrai ils sont pas exactement sur la même ligne, mais allez on va les mettre ensemble, et la ligne on va dire France Insoumise, c'est notamment sur la question de comment est-ce qu'on s'adresse aux électorats et comment est-ce qu'on fait campagne. Sur d'autres sujets de fond, on ne va pas revenir là-dessus. Mais on va dire qu'un Roussel et un Ruffin vont souvent avoir tendance à dire que les gens sont convaincus par le RN et qu'en réalité, il faut un peu les comprendre et qu'il faut parler leur langage pour qu'ils comprennent qu'on est de leur côté et qu'on va défendre, leurs intérêts. Le grand discours notamment, c'est le fameux discours de l'arnaque sociale du RN. C'est un truc qu'on a vu par exemple... c'est rigolo, hein, mais le fameux extrait de Ruffin, vous savez, qui essaie de convaincre une meuf qui dit ah, Mélenchon, etc. dans sa voiture et qui bafouille en disant le Roussel, le RN, c'est une arnaque, l'arnaque sociale du RN. Genre, il se balance sur l'arnaque sociale du RN parce que c'est le slogan, l'arnaque sociale du RN. Bref, c'est rigolo. Mais c'est justement de parier sur le fait que les personnes qui se mobilisent dans ces endroits-là, dans ces anciennes zones ouvrières, industrielles, qui ont été totalement laminées, qui ont totalement été désindustrialisées, et qui se retrouvent dans des situations sociales extrêmement violentes, délaissées, laissées pour compte et défavorisées, eh bien, il faut les avoir sur le terrain du social et purement du social. Parce qu'en fait, c'est pas tant une question de qu'est-ce qu'on fait de l'antiracisme, parce que concrètement, ils font ce qu'ils veulent de l'antiracisme, et voilà. Mais c'est particulièrement sur le fait de distinguer le social du sociétal. C'est précisément sur le fait de considérer que ces personnes-là, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de thunes, et du coup, le seul discours qu'ils pourront comprendre, c'est cette question-là
de l'argent, des fins de mois, etc. C'est un discours en fait qui néglige entièrement la réalité dans les classes populaires, qu'elles soient rurales ou urbaines, parce qu'il y a aussi des classes populaires urbaines dans ces zones-là. Bref, il semble l'oublier, rural. Mais, mais c'est que en fait, ta classe sociale ne se résume pas uniquement à combien t'as de thunes, mais ta classe sociale informe également la représentation du monde que tu te fais autour de toi et la représentation que tu as de toi-même à l'intérieur de ton monde. Et donc c'est pour ça que, et on le voit beaucoup dans les enquêtes sociologiques sur l'électorat Rassemblement National, particulièrement dans ces anciennes zones ouvrières délaissées, c'est qu'en fait, ces personnes-là sont convaincues par le discours raciste du Rassemblement National parce que c'est un discours qui donne du sens par rapport à leur situation sociale. Merci Michel Sardou, merci pour le 25e mois d'abonnement. Et donc en fait, cette fameuse stratégie de Roussel, de Ruffin, de dire il faut leur parler purement de social, puisque c'est comme ça qu'on va les avoir, c'est une stratégie qui néglige entièrement la façon dont le discours sociétal, alors que sociétal ça veut absolument rien dire, mais du moins la façon dont les représentations culturelles, les représentations sociales, sociologiques, les interactions, etc., la façon dont tu considères la société autour de toi, sont constitutives précisément de ta façon, de ton rapport au monde social. Bref. C'est ces deux lignes un petit peu qui s'opposent. Et lorsqu'on a vu que Roussel était éliminé dès le premier tour, bah tout de suite, et moi c'est le premier réflexe que j'ai eu sur le plateau du Zawa Talk hier, bah le premier réflexe ça a été de dire, bon bah, est-ce que ce serait pas le moment d'ouvrir le dossier de la stratégie politique et de la stratégie électorale. Blâmons Roussel et Ruffin pour leur incapacité à proposer un contre-discours au projet fasciste qui vient. Des circos historiquement communistes perdus au RN, c'est désastreux, pour autant c'était prévisible. Espérons cependant que ce soit la fin de l'isolationnisme du PCF et la fin de la ligne sociale chauviniste de Roussel, qui n'est plus en mesure de l'incarner au sein du parti. Je suis d'accord avec toi, Esran. Mais le problème, c'est que ils l'ont pas compris comme ça. On a affaire à des zones dans lesquelles c'est le désespoir qui l'a emporté, concrètement. Pourquoi les visions racistes du monde l'emportent majoritairement? C'est parce que c'est des gens qui ont été trahis, qui ont subi des licenciements massifs, qui ont vécu la désindustrialisation en masse, qui ont vécu l'éloignement, ou alors même parfois qui regrettent un temps même parfois fantasmé et parfois même réel, où dans leur coin il y avait du lien social, il y avait de la vie, etc., etc. C'est des gens qui fondamentalement ont abandonné l'idée de que les choses aillent mieux pour elles. C'est des gens, quand tu leur parles d'augmenter le SMIC, ils disent que c'est impossible, que ça va jamais se faire, que de toute façon voilà, et du coup ça les choque pas. Quand Bardella, il promet qu'il va augmenter le SMIC, et après il dit « Ah ben non, lol, on va pas faire ça, voilà, elles allaient rester pauvres. » Parce que fondamentalement, on peut parler d'un vote de désespoir si on veut, je ne crois pas que ce soit un vote de désespoir, mais c'est un vote qui repose grandement sur l'abandon du rêve. Le fait qu'on ne peut plus se permettre de rêver d'ailleurs. Et du coup, la seule façon qu'on a, c'est un vote de on sauve notre peau. Et comment on sauve notre peau? On sauve notre peau sur le dos des autres. C'est ça, c'est un vote de résignation. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, c'est pas un vote de on n'a jamais essayé. C'est pas un vote de non, c'est un vote de on veut arrêter de rêver, on veut arrêter d'y croire. C'est un vote de déclassement aussi. C'est un vote de peur de déclassement. C'est un vote de ghettoisation par le haut. Qu'est-ce que j'entends par ghettoisation par le haut? C'est un concept de Éric Morin, qui est sociologue, qui a dit d'autres conneries dans sa carrière. Mais j'aime bien ce qu'il dit quand il parle de ghettoisation par le haut. C'est que les dynamiques de ghettoisation, donc le fait que des classes sociales finissent par se retrouver enfermées entre elles dans un quartier, dans un truc comme ça, c'est une dynamique qui se fait par le haut. C'est-à-dire que c'est dans les classes populaires, c'est la strate légèrement au-dessus de ceux qui sont en dessous qui va faire sécession de celle d'en dessous parce qu'elle ne veut pas leur ressembler. Donc c'est dès que tu as un peu plus de thunes ou que tu peux avoir accès éventuellement à un crédit, tu vas déménager dans un autre quartier et du coup tu vas fuir parce que tu veux pas être mélangé à ceux d'en dessous. Parce que c'est la peur permanente du déclassement qui fait que tu vas essayer de te distinguer de ceux qui sont en dessous de toi. Et du coup c'est cette ghettoisation par le haut qui fait effet. C'est ce qu'on observe avec les ultra-riches. Les ultra-riches font une ghettoisation par le haut, ils se mettent dans leur ghetto de riches, etc. Et après, ils disent « Oh là là, ils sont communautaristes, les pauvres ». Bref, vous connaissez le principe. Je suis du bassin minier du Nord, ce que dit sur la industrialisation et le fantasme d'une époque révolue est très réel. Ici, on pense qu'il n'y a pas d'avenir et que c'était limite mieux quand les hommes crevaient à la mine et laissaient des veuves qui devaient élever des familles avec une maigre alloc. Bah ouais, de fou. Mais donc, c'est pour ça que face à ça, tu peux pas simplement dire... tu peux pas simplement parler de social. Tu peux pas simplement dire que le RN est une arnaque sociale. Parce que fondamentalement... Le programme social du RN,
en fait, ils y croient pas tant que ça, hein. Genre, le programme social du RN, ils y sont pas tant attachés que ça. Parce que le fameux programme social du RN, dont on va augmenter tel et tel truc, etc., bah, ça impliquerait qu'ils croient que les choses peuvent changer. Et qu'en fait, ce qui est intéressant avec le RN, ce qui les attire dans le RN, c'est d'une part l'autoritarisme, je vais pas employer ce terme, mais l'impression de fermeté. L'impression de fermeté, le sentiment qu'il y a une reprise en main de quelque chose. De quoi, on ne sait pas trop. Mais au travers du discours sur l'immigration, on te donne l'idée d'une reprise en main. De « Ah, tu seras plus perdu, tu seras plus à la dérive, ça va être repris en main. » Au travers du discours contre l'assistanat, tu as l'impression d'une reprise en main de « Ah, on va enfin arrêter avec tout qui part à volo, ma bonne dame. » Enfin, il y a ce truc-là de... C'est cette idée-là générale de la reprise en main. C'est pas... Voilà, le programme social, ils y sont pas tant attachés que ça. Et donc, c'est pour ça que je pense, et encore une fois, je dis ça à partir de l'analyse électorale, je prétends pas que l'analyse est totalement finale, que c'est l'alpha et l'oméga de la raison pour laquelle Roussel a perdu. Une grande raison pour laquelle Roussel a perdu, c'est aussi tout simplement que le RN progresse énormément et que souvent, lorsqu'il y a une force d'entraînement politique, cette force d'entraînement, au niveau d'une dynamique nationale, aussi bien que d'une dynamique locale, peut suffire à l'emporter aussi. Donc, ne mettons pas non plus tout sur le dos de Roussel, mais responsabilisons-le quand même un petit peu. Puisque c'est en refusant de voir aussi qu'ils se sont, je pense, énormément coupés de leur électorat. Sur l'insécurité aussi, ça marche complètement. Ouais, de fou sur l'insécurité. Ils te disent qu'ils vont reprendre en main la sécurité face à une insécurité fantasmée que les gens ils voient à la télé mais qu'ils n'ont jamais vu autour d'eux. Bien sûr. Merci Chamit, merci beaucoup. Le RN a commencé à militer dans des régions historiquement de gauche, c'est du jamais vu honnêtement. Je ne sais pas si la gauche peut faire la même dans des espaces de droite. Bah en tout cas, si la gauche doit le faire, ce sera avant tout en abandonnant l'idée d'un possible parallèle entre la gauche et l'extrême droite. Parce que quelque part, l'analyse, je vais un petit peu défendre Roussel et Ruffin sur leur ligne de le social, pas le sociétal, et puis le social, l'arnaque sociale du RN. Bref. L'analyse est compréhensible. C'est vrai que le RN a énormément conquis des bassins ouvriers, des bassins qui historiquement étaient communistes, qui historiquement votaient à gauche, même si il y a toujours eu des ouvriers qui votaient à droite aussi. À un moment, va falloir arrêter aussi de fétichiser le vote ouvrier. Il y a aussi toujours eu un vote ouvrier de droite. Bref, ça j'en avais déjà parlé dans un autre stream, mais bref. Mais en tout cas, voilà. Ils ont énormément milité dans des endroits qui étaient historiquement à gauche, notamment... Et c'est là aussi qu'on a vu commencer à voir arriver ce tournant social du RN. Le RN qui a de plus en plus commencé à parler. Oui, le truc un peu populiste, même le truc de proposer quelques mesurettes un petit peu sociales ici et là, de dire ah vraiment les retraites, il faut s'opposer à la réforme des retraites même si on va pas dans les manifs, le truc de... Bref, ce fameux vernis social du RN. Et en effet, je pense que ce vernis social attribué au succès du RN dans ces endroits. RN du Nord, RN social, RN du Sud égale RN droite classique. Exactement. Et je pense que en partie, ça a pu convaincre parce que finalement, c'est une façon de reprendre un langage que les gens connaissaient tout en incarnant un besoin d'expression de la colère qui pouvait s'exprimer au travers du racisme, du truc de l'assistanat, etc. Avec une évolution aussi totalement dans l'idée de la valeur travail, le truc comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière bref, tous les trucs comme ça contre l'assistanat, la valeur travail, version de droite, etc. Bref. Mais donc, je suis un petit peu d'accord avec Roussel. Les mesures sociales, ok, mais à la sauce des préférences nationales. Oui, bien sûr. Sauf qu'ils n'ont pas juste dit préférences nationales, ils ont dit préférences nationales pour que vous ayez plus d'argent. Tu vois le truc. Donc, je suis d'accord avec le constat que le vernis social a été pour beaucoup dans, on va dire, la décomplexion et le soutien massif. Et en effet, comme tu dis, Chankrel, la déculpabilisation derrière le vote RN. Alors, en effet, donc la déculpabilisation individuelle, c'est pas votre faute, c'est la faute de l'immigration, c'est pas vous les méchants, c'est pas vous les assistés, etc. Mais aussi qui leur a permis aussi de se déculpabiliser de voter RN, en se disant qu'en fait, quelque part, le RN parlait leur langue, ils parlaient comme eux, ils parlaient à des gens comme eux, alors que les autres, ils leur parlent plus, etc. Ce qui est un petit peu vrai. Donc, je suis d'accord. Mais le problème là-dedans, c'est de croire que l'extrême droite et la gauche peuvent avoir des dynamiques qui seraient symétriques.
C'est-à-dire que le RN a gagné en partie grâce à ce vernis social, oui, mais c'est pas comme ça que la gauche peut gagner. Parce que le vernis social, c'est un vernis sur autre chose. Et que, vous savez, il y a un terme que j'aime pas du tout quand les gens ils disent le poison du racisme. Une fois que le poison du racisme s'infiltre, on ne peut plus rien y faire, comme si c'était une espèce de virus, de poison, etc. Ces métaphores biologiques, je les aime pas trop, mais je vais quand même l'employer pour dire ça. C'est que, en fait, le problème dans tout ça, c'est que tout ça ne crée pas un électorat volatile. Ça crée pas un électorat volatile qui va se dire je vais voter pour ceux qui défendent le plus mes intérêts. Parce que comment tu définis tes intérêts? Bah, parfois tes intérêts ils sont parfois définis de façon raciste. Donc en fait le problème derrière tout ça c'est que une fois que tu as accepté la solution de facilité du RN, parce que c'est une solution de facilité le RN, c'est un truc qui te permet de garder ton désespoir, qui te permet de te dire de toute façon on ne pourra rien échanger, mais quand même te dire ça ira mieux pour toi, mais sur le dos des autres. C'est la solution RN, c'est une solution de parasite, concrètement. Mais sauf que ce sera pas toi qui sera indiqué comme parasite, donc c'est parfait. Merci Médisis, merci pour le 13e mois d'abonnement. Mais une fois que cette solution s'est installée, je ne crois pas que ce soit par le côté social que tu peux la contrer. Parce qu'en fait, même si le social permet aux gens de se déculpabiliser, permet aux gens de se dire « Ah, en fait, ok, c'est pas ma faute. Ah, ok, en fait, je peux voter pour eux », in fine, ce qui garde leur affect de cœur, ça reste le racisme. Puisque, encore une fois, le racisme, c'est ce qui rend encore plus facile la facilité. Moi, je suis assez convaincu par une stratégie à l'aller au Mans, par exemple. Une stratégie à l'aller au Mans de réinvestir l'idée de République, réinvestir tous ces termes-là, en les remplissant d'autres choses. Mais en les remplissant d'autres choses par de l'affect, pas simplement par la République, elle est une et indivisible et nous sommes tous amis Kumbaya, mais en parlant beaucoup plus à la vie de chacun. À dire, ah ben tiens, tout le monde a un parent immigré, etc. Ah ben tiens, en fait, regardez, dans telle histoire, il y avait ça. Et en fait, c'était les ouvriers, précisément, qui ont été les premiers à faire la jonction avec les esclaves, à faire la jonction avec les anciens esclaves, justement, avec les populations noires et arabes, etc. C'est ces solidarités-là qui ont toujours existé, etc. etc. Donc, coup d'État puis subvention auquel Nickel va nous équiper. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait énormément sur le long terme. Genre la République sociale, oui, un peu. Un peu. Ok, pour l'affect, oui, pas sûr pour le racisme, c'est plutôt redorer l'image propre, sortir seul du racisme, faire du Chirac, aimer les gens, leurs histoires. Oui, mais non, parce qu'en fait, qu'est-ce que t'aimes chez les gens? Est-ce que quand la personne, elle te dit, avec de façon la plus mignonne possible, que franchement, les boules d'à côté, ils te font chier, est-ce que tu vas aimer son histoire ou pas? Quand elle va te raconter que quand même, ce jour-là, c'est un arabe qui a pris le boulot de son daron à l'usine. Alors du coup, voilà, est-ce que tu vas aimer son histoire? Ou alors est-ce que tu vas lui dire, mais attends, il a pris son boulot parce qu'en fait, il était dans une entreprise de sous-traitance. Et en fait, c'est parce que c'est les grands patrons qui ont voulu vous diviser. Ils ont voulu détruire les syndicats. À l'époque du syndicat, on vivait bien quand même, tu te rappelles? Tu te racontais pas à ton père. Et en fait, pourquoi ils prenaient les arabes? Mais parce qu'en fait, ils pouvaient moins se défendre. Et aussi parce que, regarde, les intérimaires, ils pouvaient pas se syndiquer. Techniquement, ils ont le droit, mais ils peuvent pas. Ils avaient pas le choix que de bosser. Ils ont pas trop le choix, en fait. Et en fait, c'est ça. C'est que comment tu fais ton truc, c'est est-ce que tu vas les brosser dans le sens du poil? Il y a un truc à avoir, c'est pas prendre des gens pour les cons. Et en fait, par exemple, donc je vais revenir sur le fameux extrait de Ruffin sur TF1, là, quand on le voit dire à une dame dans sa voiture, ah ben non, Mélenchon c'est autre chose, ah là, Mélenchon c'est vraiment un boulet, vraiment à cause de lui on ne peut pas faire campagne, ouin ouin, je me prépare à ma défaite parce que je sais que globalement je suis dans la merde sur ma campagne, hein, parce que concrètement la raison pour laquelle il a fait ce coup médiatique, c'était pour se préparer à dire regardez c'est la faute à Mélenchon, si voilà, bref. Merci Samil. Mais en fait c'est parce que quand vous voyez Ruffin qui parle à cette électrice, il la brosse dans le sens du poil. Il dit mais oui vous avez raison madame, mais oui vous inquiétez pas, mais non mais vous inquiétez pas Mélenchon c'est pas moi, mais oui bien sûr vous avez raison, il la brosse entièrement dans le sens du poil. Il n'a pas le courage d'aller à l'encontre et d'un petit peu aller questionner ses préjugés, les trucs qu'elle répète peut-être. Et en fait c'est prendre les gens pour des cons. Parce que si tu les brosses dans le sens du poil, tu les brosses dans un sens qui est déjà brossé par le RN et ils préféreront toujours l'original à la copie. En vrai si Ruffin était passé premier tour ils auraient dit la preuve que la ligne antiraciste ça marche pas, oui aussi. Mais donc voilà, donc c'est là où je voulais en venir. C'est que le problème de tout ça, c'est que donc, on s'est retrouvé donc avec Roussel qui a été éliminé dès le premier tour, ce qui est une catastrophe, mais aussi avec Ruffin qui était en
très mauvaise posture. Alors on a commencé le début de la soirée dès que les résultats d'Amiens ont commencé à tomber. Donc les résultats des bureaux dépouillés en fait, qui étaient du coup les bureaux des villes qui avaient fermé le plus tôt, donc on n'avait pas encore Amiens et notamment les quartiers nord d'Amiens. Et donc Ruffin il commençait avec un retard assez dramatique sur la candidate RN. Où on observait que je crois à 64% de dépouillage des voix, il y avait presque une inversion du score entre lui et elle par rapport à 2022. C'est ça, il avait commencé avec 20 points de retard, etc. Au fur et à mesure de la soirée, son score s'est stabilisé et a augmenté. Son éloignement avec du coup Nathalie Ribeiro-Billet, donc la meuf de l'extrême droite, a réduit. Et donc là, il a 34% et elle est à 41%. Et la macroniste a annoncé qu'elle se retirait en sa faveur. Au début, Ruffin a pas mal flippé. Et en vrai, il a flippé pendant toute sa campagne. Et en réalité, ses scores ont beaucoup baissé par rapport aux législatives de 2022. Et instantanément, les gens qui sont partie prenante du coup de la stratégie dont je vous parlais tout à l'heure, de concentrer uniquement sur le social, de parler de l'arnaque sociale du RN, etc. Donc voilà, ont commencé à dire que c'est la faute à Mélenchon. De dire que Ruffin n'a absolument rien à voir avec ses propres scores, tout comme Roussel d'ailleurs, j'imagine. Tout ça, c'est la faute à Mélenchon. Et notamment Adrien Matou de Marianne, qui a tweeté « Fabien Roussel éliminé, François Ruffin en mauvaise posture, cruelle conséquence de la stratégie ultra centrée sur les banlieues et les métropoles de LFI. À gauche, ce sont ceux qui ont alerté sur les risques d'une telle ligne politique et sont les premières victimes de ce soir. » Et donc on inverse totalement la faute. On inverse totalement la faute. Donc s'ils ont perdu dans leur cambrousse, c'est la faute des Arabes de banlieue. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute des Arabes. Voilà. Et des Noirs aussi. Bon, globalement, tous ces trucs-là... Mais c'est une façon générale de se déresponsabiliser. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a aussi le CM de Ruffin qui s'est énervé sur tout le monde pendant toute la soirée. Son argument numéro 1, c'était quoi? C'est on a amélioré le score par rapport aux européennes. Mais chaton, t'as fait campagne pendant les européennes, toi? T'étais où à Amiens pendant les européennes? T'étais où à faire campagne? Ok, t'as fait un meeting à Amiens pour soutenir Manon Aubry. Pourquoi tu compares avec une campagne que tu n'as pas faite? C'est facile, quand t'es dans un collectif militant, de rien foutre. Et quand tu chies dans la colle, de dire c'est la faute des autres. On a déjà discuté avec absolument tout le monde. On a prévu le coup avec LV, avec le PS, etc. Vous inquiétez pas, c'est dans la poche. Ah bah zut, il y a une dissolution. Trop occupé à transformer son association en un micro-parti pour récupérer les thunes de la prochaine fois. Au lieu de faire campagne pour les européennes, ce serait con de faire un bon score. Donc bref, c'est la petite musique des ruffinistes. C'est que c'est la faute à Mélenchon. De toute façon, c'est la ligne qu'il avait déjà prévue. Encore une fois, il n'a pas fait son coup médiatique avec TF1 à dire Mélenchon est un boulet. Il savait parfaitement qu'il était en mauvaise posture. Et il a fait ça pour pré-shot le fait qu'il allait avoir des mauvais résultats et qu'il faudrait qu'il blâme très très vite Mélenchon parce que sinon, les gens ils allaient comprendre que bon, son front de la Somme, c'est un peu la ligne Maginot concrètement. Mais, mauvaise analyse, Ruffin, il a fait quasi le même nombre de voix qu'en 2022. C'est le RN qui a fait plus de voix. Et du coup, ils sont où les fâchés pas fachos qu'il a convaincus? Je dis pas que Ruffin a baissé en termes de voix. Je dis que Ruffin n'a pas progressé. Sa stratégie, c'est d'aller convaincre les gens du RN. De les convaincre de l'arnaque sociale du RN. Donc c'est d'aller parler à ces gens-là. J'imagine qu'il sait exactement comment convaincre un électeur RN de ne plus l'être. Sinon, il ne se lancerait pas dans une telle stratégie sans y réfléchir, j'imagine. Concrètement, là où il a fait les meilleurs scores, c'est à Amiens, la ville, et dans les quartiers nord d'Amiens, qui pourtant le détestent, et dans lesquels il peut pas foutre les pieds. Parce qu'il a été condamné pour diffamation pour un bouquin dégueulasse qu'il a écrit sur eux. Rappel. Donc les gens qui disent que la mauvaise posture de Ruffin, c'est la faute à la LFI, qui concentre tous trop sur les banlieues, remercie les banlieusards en fait. Parce que pendant que tu vas chercher tes fâchés pas fachos, eux ils vont se boucher le nez pour voter pour toi, en se rappelant ce que t'as dit, de ce que t'as dit sur leur grand frère. Mais donc tous ces gens-là qui nous disent c'est la faute à Mélenchon et à la stratégie des quartiers populaires, etc. À un moment, vous avez qu'à la faire votre stratégie. Vous avez qu'à prouver que vous arrivez à convaincre les fâchés pas fachos. Visiblement, vous n'avez pas beaucoup convaincu. Parce que le Front de la Somme, il a progressé.
Mais bref, tout ça pour dire que ce qui a été extrêmement frustrant, c'est que face à la gravité, parce que encore une fois, c'est extrêmement grave que Ruffin soit en aussi mauvaise posture. Bon, il va probablement profiter des reports de voix des macronistes. J'espère pour lui que les macronistes vont lui sauver le cul. Mais que Roussel perde sa circo, que Ruffin soit en aussi mauvaise posture, c'est dramatique, mais c'est aussi... Il faut interroger leur responsabilité là-dedans. Parce qu'ils pourront pas passer leur vie à dire c'est la faute à Mélenchon parce qu'il parle trop aux banlieusards. T'es en mode, bah toi, t'es censé être dans une circo de pas banlieusards. Tu n'es pas Mélenchon. T'es censé être militant. Donc qu'est-ce que tu fais? Alors ils vont dire évidemment que c'est parce qu'en fait, c'est une campagne nationale. Que du coup, comme les médias, ils ont tapé sur Mélenchon pendant toute la campagne, bah vous comprenez. Les gens, ils avaient peur. Bah oui, bah dans ce cas, pourquoi vous parlez pas des médias? Le problème, c'est Mélenchon ou c'est le bashing de Mélenchon? C'est le Mélenchon ou c'est la façon dont précisément les médias attaquent Mélenchon parce qu'ils savent que c'est la faille parfaite pour vous faire sécession? Leurs défaites ne veulent pas dire qu'on a raison, mais qu'eux ont tort. Mais, et encore, je suis prêt à admettre qu'ils n'ont tort qu'en partie. Je suis prêt à leur admettre, à leur céder ça. Mais la réaction qu'ils ont eue, et là je m'adresse à Sylvain là, la réaction qu'ils ont eue de dire tout va très bien, Madame la Marquise, on a fait une campagne géniale, rien n'est de notre faute, on a progressé dans notre score. Regardez, par rapport aux européennes, on a fait un meilleur score par rapport aux européennes, donc en vrai, on est en progression, mais c'est juste que le RN, ils sont trop forts. Genre, désolé, à un moment, va falloir arrêter de faire l'autruche. Va falloir se remettre autour de la table, se remettre en question, même si ça fait pas, même si ça fait un peu mal, même si c'est pas très agréable. Il va falloir aussi se remettre en question et se poser des questions concrètes sur l'échec cuisant de la stratégie des fâchés pas fachos, particulièrement dans les endroits où le RN progresse de fou, quoi. Fabien Roussel a fait 31%, c'est pas si dégueulasse. C'est aussi pour ça que je veux aussi mitiger un petit peu ce que je dis. C'est que Roussel a quand même fait 31%. Il a quand même son assise. Mais le mec du Rassemblement National était beaucoup plus fort que lui aussi. Il a fait 50%, il a été qualifié, donc de fait, il est élu dès le premier tour. Donc Roussel, et etc., etc. Et même si on est parfois un petit peu dur et parfois un peu cruel avec nos camarades et qu'on a des mots parfois un peu sévères vis-à-vis de leur stratégie, bah c'est aussi pour eux qu'on dit ça et c'est pour le bien de tout le nord-est aussi qu'on dit ça, quoi. Parce que c'est des discussions stratégiques qui sont importantes et qu'on peut pas éluder, quoi. Qu'on peut pas éluder. Ça nous réamène à la question des désistements. Par exemple, revenons sur Amiens. Dans la deuxième circonscription de la Somme, donc c'est à côté de la circo de Ruffin, est arrivé en tête Zaya Hamdan, du nouveau Front Populaire de la France Insoumise. C'est dans un mouchoir de poche. C'est extrêmement serré. Et Hubert de Genlis a toujours pas annoncé qu'il allait se retirer pour elle. Donc c'est dire que le seul endroit où la gauche est en tête dans la Somme, sur ce front de la Somme, bah le mec globalement veut pas se retirer en sa faveur. Alors même que dans la circo d'à côté, la circo de Ruffin, vous inquiétez pas que les macronistes ont fait pression pour laisser Ruffin gagner. Cette circo, c'est chaud. C'est chaud parce que le report de voix des Républicains va se mettre en faveur soit du Rassemblement National, soit de Renaissance, et il faut très très peu pour que cette circo bascule. Ce qui est un petit peu effrayant. Alors, je vais vous montrer les pourcentages là. Pourquoi c'est effrayant aussi? Parce que globalement, c'est le seul endroit de toute la Somme où la gauche est en tête. Ce qui est quand même pas rien. Est-ce que le fait qu'elle s'appelle Zaya n'est pas pour rien? Ah bah. Pire, il a appelé à voter contre LFI et l'extrême droite sur son Insta, ok. Donc ce mec-là a appelé à voter contre elle. Et c'est là aussi où on revient sur ce petit jeu des désistements. On revient sur, bon, on parlait des désistements un peu dans le sens de où est-ce que ça peut aider, où est-ce que ça peut ne pas aider, où est-ce qu'il y a des situations où il ne faut pas non plus fétichiser le désistement. Parfois, le désistement, si Zaya avait genre 10 points d'avance sur les autres, le désistement serait l'absence de désistement serait quand même un problème, mais un peu moins un problème parce qu'il y a la question des réservoirs de voix, etc. etc. Bref. Mais, outre ça, il y a aussi le fait qu'on se retrouve encore une fois face à des gens qui veulent faire barrage au Front Populaire, qui disent toujours, en réalité, c'est pas si mal d'avoir le RN au pouvoir, ce qui compte c'est d'empêcher la gauche d'arriver au pouvoir, et du coup on arrive sur ce coup de gueule de Mathilde Panot, qui finalement, encore une fois, là je parle que de continuité depuis le début. Quand je parlais des équilibres politiques dans lesquels on est, j'ai parlé de continuité. Là, et on est encore dans la continuité de la campagne qu'on s'est tapée pendant des semaines et des semaines et des semaines sur le fait de faire barrage contre la France insoumise. Vous n'avez pas entendu le barrage au nouveau Front Populaire qu'il voulait faire?
Vous ne trouvez pas ça incroyable dans un moment où l'extrême droite menace le pays de vouloir faire barrage au nouveau Front populaire? Qu'est-ce qui leur fait aussi peur dans l'augmentation des salaires, dans le partage des richesses, dans le fait de prendre au sérieux le dérèglement climatique? Vous trouvez ça normal? Eh bien oui, je dis que ça vaut la même logique. Et je ne suis pas en train de dire que Macron serait Hitler ou je ne sais quelle polémique vous allez inventer. Oui. Donc, je reviens sur ce que je disais. Il y a une logique qui vient directement d'une faillite morale et politique. Quand vous avez des candidats du Rassemblement national qui expliquent que Hitler n'aurait pas assez tué de tziganes, eh bien vous ne pouvez jamais faire un signe égal avec n'importe quel autre candidat. Quand vous avez des groupuscules d'extrême droite liés au Rassemblement national qui expliquent qu'ils ont hâte d'être à dans 3 semaines pour pouvoir casser du PD, quand vous avez des gens qui partout dans le pays ont la peur au ventre, ont peur pour leur avenir, pour celui de leurs enfants, quand vous avez des gens qui commencent à expliquer qu'il y aurait 2 types de Elle réagit aux journalistes comme le vieux avec des oui, oui, elle a fait le même oui que Mélenchon, c'est incroyable. Français dans ce pays, les Français de souche ou originels et les Français de papier, eh bien, c'est notre droit, c'est notre devoir de dire que nous ne sommes pas d'accord et que nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on fasse des équivalences entre ceux qui propagent Une candidate du RN qui a dit que les juifs étaient des élites qui sodomisent des enfants. Mais je vous conseille le compte Twitter de l'Extincteur, où ils ont fait une veille sur toutes les dingueries des candidats RN, et il y a dinguerie sur dinguerie. Genre, le peu de trucs que peut-être que si t'analyses éventuellement, ça ressemble en fait à un dog whistle antisémite, mais en fait on sait pas trop qu'a pu faire la France insoumise. Mais putain, mais s'ils avaient fait autant de temps médiatique sur toutes les dingueries qu'ont dit les candidats RN, bah putain, t'inquiète que la gauche elle serait au pouvoir aujourd'hui, quoi. à tout va, la haine, le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, et ceux qui, comme nous, sommes des humanistes qui refusons à tout moment qu'on réduise quelqu'un à ce qu'il est. Voilà, nous voulons que le pays puisse vivre ensemble. Avez-vous vu dans le Val-de-Marne? J'aurais aimé que vous fassiez beaucoup de sujets dessus. Cet automobiliste qui a délibérément heurté et écrasé un monsieur qui passait, un chauffeur de bus, en lui disant « Vous, les Noirs et les Arabes et les boules de ce pays, si je reprends son terme, je suis électeur RN, je veux tous vous massacrer, je veux tous vous tuer. » Voilà ce que provoque la libération de la parole raciste dans ce pays. Eh bien, je le dis à cet instant, nous, députés du Nouveau Front populaire, qui sommes élus, qui pouvons faire jeu égal et qui pouvons vaincre l'extrême droite et ouvrir un horizon heureux au pays, nous sommes les seuls gardiens de l'unité du peuple français. Mec Damien qui veut pas désister à supprimer les coms, on était plus de 600 face à lui dire de désister. Mais oui, mais il faut continuer de faire pression sur les gens pour leur dire de désister. Hein. Faut les harceler. Voilà ce qui est en train de se jouer. Et en fait, c'est ça, c'est que là, ce que vous voyez, c'est que la France insoumise est rentrée dans la bataille du second tour en disant on veut une majorité. Alors, j'imagine que vous êtes tous en dépression là. Du coup, ça vous fait rire. Alors, je sais que ça vous fait rire. Vous êtes tous en mode ça va jamais arriver. Je suis dépressif. On a perdu. Tout est pourri. Je vais. Mais le problème, c'est que si on se bat pas pour avoir la majorité, bah, ça veut dire que on va accepter les désistements en notre défaveur. On va accepter de se barrer à des endroits où en fait, en vrai, on aurait pu progresser. On va accepter finalement de se contenter d'un RN qui a de la marge de manœuvre. Et nous, bah allez, on va sauver les meubles, quoi. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on fait campagne. Donc il y a un truc de si on abandonne l'idée générale de se dire on va gagner, on est là pour gagner, bah en fait, on va finir comme le PS. Et donc c'est aussi ça qui est difficile sur cette semaine de campagne qui va s'ouvrir, qui va être très très courte et en même temps très 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 longue, c'est que il va falloir appliquer la méthode Coué à fond. Parce que le problème, c'est que c'est aussi l'entièreté du moral de la gauche et de la capacité. On a toujours sur nos épaules, à chaque élection, la gauche a sur ses épaules la capacité à faire croire aux gens et à convaincre les gens que le monde peut changer. C'est pour ça qu'on dit tout changer, blabla, etc., que les choses peuvent changer. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le vote RN, qui est un vote de résignation, etc., etc. On est les garants de la capacité des gens à espérer et à se dire que leur vie peut être différente, leur vie peut changer, etc., etc. Et si on commence à flancher là-dessus, bah on va finir par considérer les gens comme un stock dont on ne peut rien changer. Parce que finalement, c'est ça. C'est on a nos électeurs, on n'en aura jamais plus, et c'est finito. On va se transformer comme le PS, et on va jamais progresser. Et en fait, le truc, c'est que chaque voix en plus, c'est un pied dans la porte. Chaque personne convaincue en plus, il y a moyen que RS convaincu pour la suite.
et qu'en fait tout le travail qu'on fait pour ce premier tour, même si on ne voit pas les résultats à la fin, même si finalement dans une semaine, la catastrophe annoncée arrive, ou alors la catastrophe arrive pas tant que ça, mais c'est pas non plus ouf pour nous, etc., etc. Tout ce qu'on aura fait pendant cette semaine, ça va peut-être germer dans 6 mois dans la tête d'une personne à qui on aura parlé. Donc c'est aussi un truc de faut avoir conscience que c'est un travail aussi de long terme, c'est un travail de fourmi. Là, on se fait piéger par la dissolution parce que la dissolution, c'est du court terme et que du coup, on se retrouve à devoir jouer un match que personne n'est prêt à jouer, à part l'extrême droite du coup, visiblement. Mais il faut penser systématiquement sur les deux tableaux, quoi. On peut se plaindre dans cette période, oui, c'est vrai. Faut aussi pas sous-estimer le fait que c'est des périodes de campagne et des périodes dans lesquelles on parle aux gens et on récupère des gens qui vont durablement aussi être acquis. Comment dire? On n'est pas en train de perdre les gens. Attendez, je vais vous retrouver le truc, mais regardez ça. On n'est pas en train de perdre, hein. Même si l'extrême droite, quand on rajoute aussi l'union de l'extrême droite, est largement majoritaire, etc., on a quand même des bons millions de voix quand même, hein. On n'est pas non plus... Là où je veux en venir, c'est que on gagne pas, ok, mais la gauche solidifie sa base et son socle. Et dans la solidification de ce socle, c'est la France insoumise qui est centrale. Faut pas oublier ça. On est des tortues. Encore une fois, pensez à la tortue. Tout se fait sur le long terme. C'est pierre après pierre après pierre. Et parfois ça foire, parfois ça s'effondre, parfois on reconstruit, etc., etc., etc. Et on met l'adversaire aussi, les troupes s'organisent partout, mais on est paré pour affronter l'extrême droite pendant très longtemps. C'est ça. Plus qu'on construit est solide, plus on est prêt pour affronter l'extrême droite. Et en vrai, on construit quelque chose de solide. Il faut pas négliger ça. On construit quelque chose de solide. Les gens, ils reviennent voter. Bref.